Salut et bienvenue sur le podcast de la Milonga. Je m'appelle Raphaël et je vais à la rencontre d'acteurs qui font bouger le monde du tango. À travers ces échanges, mon objectif est de mieux comprendre cet univers, acquérir des clés pour progresser et aussi pour m'inspirer pour faire évoluer ma danse. Alors si vous aussi vous voulez en apprendre plus sur le tango, eh bien je vous propose de venir avec moi pour rencontrer ces danseurs. Bonne écoute! Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Ok, et ben du coup, merci beaucoup Louisa d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, avec grand plaisir. Bienvenue sur le podcast de la Milonga. Merci. Et donc avec toi, pendant cette heure qu'on a, Oui. je voudrais du coup discuter de ton parcours en tant que danseuse pro. Ouais. De ce que aussi tu as donné des cours et tu en donnes aussi de temps en temps. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce que ta pédagogie, qu'est-ce que pour toi en fait, tu aimes justement transmettre en tant que danseuse pro. Ouais. Et aussi, tu as eu un passé aussi en patinage artistique, il me Oui, semble. voilà, enfin ça c'est de mon adolescence. De ton on va adolescence, dire, mais ouais. je pense qu'il y a peut-être un Il y a lien. un lien et surtout un passé aussi Un de passé. musicienne qui m'a aussi aidée. Bah voilà, et ça c'est des choses justement pour Ouais. comprendre comment tu t'es formé, où ça, donc t'es parti à Buenos Aires à quel âge? 20 ans tu m'as dit? 22. Je trouve ça fou parce qu'en plus t'avais juste un an de tango, donc tu m'as dit que tu avais fait aussi du patinage artistique et de la musique, donc du coup plus jeune c'était quoi en fait ton parcours? J'ai fait donc, pour ce qui est mon parcours, on va dire d'études, je suis rentrée à 13 ans au Conservatoire de Paris en musique, donc conservatoire régional. Donc je faisais de la flûte et j'étais partie pour être musicienne pro. Et en fait, ça me convenait pas du tout. L'ambiance, on va dire, beaucoup de concours et on jouait pas beaucoup et c'était très statique. Et en fait, moi, j'ai eu un passé assez actif, on va dire, physiquement. J'ai fait beaucoup de sport et du coup, du patinage artistique entre mes 7 et mes 15 ans avec l'école de glace de l'équipe de France. Tu viens de Paris? Ouais. D'accord, je pensais que t'étais de Bretagne. Ah non, c'est le hasard qui m'a ramenée là. Ok. Donc ouais, j'ai fait beaucoup de patinage que j'avais dû mettre de côté quand je suis rentrée au conservatoire. Et qu'il y a eu ce gros manque d'activité physique. Et au fond de moi, en fait, j'ai toujours eu envie de danser. Et donc à 22 ans, voilà, non, c'était un peu plus tôt, c'était à 21 du coup. C'est mon cousin, il me dit, bah écoute, j'essaye le tango, la Cité U, vas-y viens, ça va te sortir les idées et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, Tu te rappelles c'était qui les profs? Ah là là, c'était Brigitte, je crois qu'elle s'appelait, la prof. Ok, est-ce qu'il donne encore des cours? Je suis pas sûre. Ok, et donc t'as fait du patinage artistique? Oui. À Paris aussi du coup? Oui, à Paris, à Champigny-sur-Marne, là où est l'équipe de France. Je sais pas s'il est encore là, mais en tout cas, j'en faisais tous les soirs avec l'école de glace de l'équipe de France. Comment ça s'est passé, ça, cette expérience? Comment t'as commencé Et ben en fait, moi j'ai fait toujours beaucoup de sport et donc j'ai commencé le patin vers, je sais plus, 8 ans, quelque chose comme ça. Et donc, comme j'avais déjà été assez active, Didier Gaillaguet m'avait proposé de rentrer directement dans l'école de glace et puis de pousser et puis de rentrer en sport-études. Et mes parents ont freiné, ils n'ont pas voulu que j'aille plus loin parce que j'étais aussi au conservatoire, je faisais du dessin au Louvre et que je faisais beaucoup de trucs et en fait ils ne voulaient pas que je m'engage dans une voie exclusive. Donc très tôt, t'as pas fait comme je pense la plupart de tes potes à l'époque ou un parcours d'études? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, quand je suis rentrée au conservatoire, j'étais en horaire aménagé. Ah oui, déjà. Donc, j'avais école le matin, j'avais 13 ans quand je suis rentrée, et conservatoire l'après-midi. J'ai passé un bac F11 à l'époque, donc bac musique. Aujourd'hui, je crois qu'on a plus d'équivalence quand même au niveau universitaire, mais j'ai fait le parcours classique pour avoir un prix d'instrument, puis enseigner ou entrer dans un orchestre. Donc j'ai fini, on va dire, j'ai eu mon prix en supérieur, j'ai eu le prix, je l'ai pas eu, j'ai eu le DEM en flûte, en musique de chambre, en solfège, enfin bon bref. Tes parents, ils étaient d'accord pour les horaires aménagés? Bah oui, en fait, moi l'école, je m'ennuyais clairement, j'étais bonne dans les matières que j'aimais, c'est-à-dire le sport, la musique et le dessin. Et le reste, bon, et puis j'avais besoin d'activité. Et puis bon, après, attention, j'ai préparé le concours. Hein. Donc, pour rentrer au conservatoire, à l'époque, on était 80, il y avait 2 places. Si j'étais admise au CNR de Paris, j'ai rentré en horaire aménagé. Mais ça s'est fait comme ça. Du coup, ça a marché. Donc, t'étais douée. Ouais, peut-être. Naturellement, t'étais douée pour ça. Ouais, mais en même temps, j'étais douée et je rentrais pas dans le cadre encore. Donc, j'étais toujours à côté, quoi. C'est vrai? Je pense que j'avais pas un son assez fin. Je devais être un peu...
Enfin, ça collait pas, quoi. Et donc tu disais que tu avais toujours rêvé de danser. Oui. Et est-ce que ça te comblait cette envie, le patinage artistique? Alors oui, parce que j'avais cette activité physique. Donc tu le faisais en parallèle de... Alors j'ai arrêté quand je suis rentrée au conservatoire, parce que Ah oui, d'accord. j'ai arrêté parce que je pouvais pas tout gérer, tout faire. Mes parents, ils en avaient marre aussi de faire les allers-retours. Donc j'ai arrêté à ce moment-là et c'est là que j'ai senti un gros manque. Donc je faisais beaucoup de roller le week-end avec mon père et tout ça pour Ça coûte compenser. moins cher. Ouais, et encore je sais pas. Mais Parce que tu défonçais tous tes rollers, à chaque fois il fallait en acheter de nouveaux. ah non, on avait pris des trucs de haut de gamme direct, indestructibles. Et en fait, donc j'ai eu ce gros manque et puis j'étais surtout en horaire aménagé avec des danseurs professionnels. Donc il y avait des filles de l'opéra, il y avait des musiciens donc, du CNR de Paris, et puis donc c'était une ambiance. Et moi j'étais tout le temps avec les danseurs en fait. Donc j'étais trop sportive pour être musicienne et pas assez danseuse pour être avec les danseurs. Donc j'étais pas non plus à ma place. Ce qui fait que voilà, quand j'ai commencé le tango, il y a une espèce de résumé de tout ça d'un coup, ce qui fait que ça a été super rapide. À partir du moment où je suis allée danser en bal, c'est-à-dire au bout d'1 ou 2 mois, j'ai commencé à déjà me faire inviter par des professionnels, donc j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. C'était un peu exceptionnel, un peu incroyable. Tu t'en rendais compte ? Oui, parce qu'on me le disait aussi. Ton premier cours de tango, comment ça s'est passé ? C'était facile, je me sentais à l'aise, mais je me suis vite ennuyée. En fait, il fallait que ça aille plus vite, donc je suis partie danser et j'ai arrêté les cours en fait. Parce que du coup, le patinage artistique, t'as arrêté à quel âge ? Je sais plus si tu me l'as dit. Je crois que c'était à l'entrée du conservatoire, donc j'ai dû faire un petit peu à cheval, j'ai dû arrêter vers 14 ans. D'accord, donc ça reste quand même entre tes 14 ans et donc ton cours de tango, t'as pris à quel âge ? 21. 21, donc t'as peut-être 6-7 ans en fait où t'as pas fait de patinage Non, mais par contre je faisais beaucoup de roller, donc j'avais une activité physique, j'ai fait un peu de natation. Dès que j'allais l'hiver, j'avais la chance d'avoir des grands-parents à Grenoble, je faisais du ski. J'ai toujours bougé, mais de toute façon c'était vital pour moi, quoi. Au niveau d'une condition physique, déjà t'étais très bien. J'ai commencé très tôt, j'ai dû commencer à 3 ans avec de la gymnastique, donc en fait j'avais quand même le corps préparé. Après c'est vrai que j'avais pas un entraînement régulier comme j'avais quand j'étais au patin, mais après j'ai eu une poussée de croissance un petit peu trop violente à 12 ans. J'ai fait ma taille directe, mon poids direct, et je pense que quand on commence une carrière de patineur, c'était un peu trop brutal, donc finalement c'était un peu comme ça que ça s'est passé, quoi. Tu penses que c'était quoi tes forces du coup quand t'as commencé le tango, tu t'es dit tu t'es senti doué, les gens te faisaient remarquer que t'étais doué? Alors ça a été la grande libération, c'est-à-dire que je me suis sentie complètement moi-même et dans mon élément. Et tout ce que pensaient les autres, ça m'importait plus, parce que j'étais plus dans un esprit de compétition comme j'étais au conservatoire, j'arrêtais de faire des compétitions. Et en fait, c'était comme si la musique prenait vie à travers moi, et c'est un peu ce que j'avais toujours rêvé de faire finalement, parce que la musique, j'exprimais en jouant, mais c'était trop statique. Et là, du coup, c'était juste parfait, quoi. Ça a trouvé du sens ? Complètement. Et finalement, je me suis laissée porter, et heureusement que mes parents m'ont fait confiance, parce qu'ils me voyaient sortir tous les soirs, j'avais lâché le conservatoire, j'étais un peu dans le flou. Et comme j'ai dû décrocher mes premiers contrats très vite, au bout de 3-4 mois, quelque chose comme ça, et ils voyaient que quand même il y avait des choses qui se passaient vraiment assez exceptionnelles, et du coup ils m'ont fait confiance. Tu me disais que c'était où tu prenais tes premiers cours ? Alors j'ai pris à la CTU à l'époque, mais j'ai dû prendre 3 ou 4 cours, peut-être un mois, quelque chose comme ça. Et donc en fait assez rapidement tu t'es dit ok, je vais en bal. Ouais. Mais c'est cool parce qu'en fait t'as eu la confiance rapidement, parce que t'en as beaucoup. Ouais. Ils se disaient ils ont attendu 1 an, même 6 mois au moins pour avoir la confiance. En fait, alors, je crois qu'il y avait aussi un prof, alors je sais plus s'il était à la Cité, il me semble que oui, il s'appelait Edgardo, j'avais dû aller à un cours ou 2, et on avait pas mal dansé, et je pense que c'est lui qui m'avait proposé d'aller danser. Il m'invitait, et puis finalement, de fil en aiguille, je me suis tout de suite fait inviter. Ouais, tu t'es senti dans ton élément de toute façon, donc je pense à partir du moment où c'était évident, tu t'es pas posé plus de questions que ça. Non. Parce qu'en fait, de toute façon, t'étais accepté, ou en tout cas tu te sentais à ta place. Oui, c'est ça. Enfin, surtout, j'étais vraiment bien, quoi. C'est-à-dire que je me trouvais moi-même, quoi. C'est cool parce que je suis très content d'entendre ça, parce que c'est justement moi ce que je ressens aussi dans le tango. Où moi j'ai pris peut-être quand j'ai commencé les cours de tango, donc c'était en septembre, en arrivant à Paris. Je suis allé après ensuite en milonga à partir de juin.
Donc, j'ai pris quand même une petite période où j'avais un peu peur, quoi. Ouais, et après, c'est juste, je pense que pour les hommes et les femmes, c'est différent le début. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'une fille qui prend pas beaucoup de cours au départ, c'est pas très grave, tu vois, parce que le fait d'aller danser, d'aller suivre, et c'est ensuite que ça va devenir plus difficile. J'ai remarqué, je sais pas si c'est vrai, Ouais, mais j'ai l'impression que c'est plus dur au début pour les hommes, oui, et après ça s'inverse. complètement. Parce qu'au début, c'est les mecs qui doivent apprendre les pas pour ensuite bien les guider. Ouais. Mais ensuite, j'ai l'impression que ça devient une exigence folle pour vous, parce qu'en fait, après, vous avez intérêt à avoir de l'équilibre, de bien comprendre ce qu'on vous dit, d'être réactif. Ouais. Et je me dis, mais en fait, ça s'inverse totalement. Ouais, complètement, parce qu'en fait, si tu veux, à partir d'un certain niveau, la femme, elle va vraiment aller jusqu'au bout du mouvement que tu vas proposer, elle va avoir beaucoup d'interprétations aussi, et ça va se compliquer, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de choses, et il y a souvent un cap chez les danseuses à ce moment-là où c'est très difficile de passer au niveau supérieur. Donc là, ça demande effectivement des cours, ça demande de la préparation physique à côté, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre d'avoir conscience de son corps, une activité physique, quelque chose aussi qui va permettre de comprendre ce langage. Et je sais aussi que c'est le temps qui fait ça. Et ça, c'est quelque chose que je peux dire aujourd'hui parce que ça va faire bientôt 20 ans que je danse, donc je commence à avoir du recul par rapport à ça. Et la maturité physique et aussi personnelle joue parce que c'est une danse très profonde aussi. Donc moi, je danse pas comme je dansais quand j'ai commencé, et ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est Sébastien Arcet qui disait, il nous disait des conseils, il nous exprimait des choses que lui, il avait intégrées, et il a affirmé quelque chose. Il disait, pour lui, le tango, c'est en fait une danse, il le disait avec son français, donc il disait que c'était une danse soliste, donc une danse seule. Il disait que c'est pas forcément une danse de couple, c'est une danse seule. Et tout le monde un peu a réagi, il a fait, vous comprendrez quand vous aurez 30 ans de tango dans les pattes. Exactement, et je suis tout à fait d'accord, parce que justement, ce que j'enseigne à mes danseuses particulièrement, c'est d'être complètement indépendante. C'est-à-dire que l'un et l'autre doivent être complètement capables de danser sans que l'un ou l'autre influe sur l'autre, alors que c'est quelque chose de très connecté. Mais en même temps, on n'a presque pas besoin de se toucher. Finalement, il y a des choses très fortes qui se passent, mais plus on est indépendant dans sa danse, et plus on peut aller loin, justement, plus on peut progresser, et plus on a de possibilités, parce que finalement, on ne dépend pas l'un de l'autre, mais au contraire, on s'auto... C'est exactement ce qu'il disait, justement. Ah ouais. Qu'en fait, il vient, chacun vient avec son style, avec sa Exactement, danse, et tu viens en fait proposer ta danse en quelque sorte. J'ai pas envie de paraphraser ou même de modifier la parole de Sébastien Arcet, mais je le dis en tout cas avec moi, ce que j'ai compris, c'est que on vient chacun avec ce qu'on a envie d'exprimer. De toute façon, quand on va en bal, on va pas avec son couple, on y va pour rencontrer des gens, pour danser avec eux. Donc dans ce sens-là, on amène en fait ce qu'on sait. Et dans la technique, justement, du côté féminin, parce que c'est ce que je connais le plus, j'essaye d'enseigner vraiment maintenant à ce que les femmes soient ultra solides et indépendantes sur leur axe, sur leur technique, et toutes les petites astuces qui permettent ensuite que elles soient hyper... qu'elles dansent de manière très personnelle, sans justement que ça impacte dans justement la danse, sens, parce que parfois on essaie de danser, et il peut y avoir des petits rajouts qui sont faits, et ça casse parfois le rythme. Voilà, et ça justement, à partir du moment où la danseuse ressent qu'elle a la place et que ça va pas impacter sur le guidage, là oui, c'est la liberté. Mais justement, ça s'apprend. Et au début, il faut faire plein d'erreurs, il faut en mettre partout pour savoir où est-ce que ça va bien. Puis il y a des personnes avec qui ça marche, d'autres pas. C'est pour ça qu'il faut aller en milonga, il faut y aller, quoi. Tu voyais ça comme un travail quand tu allais en milonga, ou juste pour du kiff? Au début, c'était les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai senti que, entre guillemets, c'est pas du tout pour me vanter, mais on m'encourageait beaucoup. On me disait, c'est assez rare, t'es un peu un prodige dans ce que tu fais, vas-y, fonce. Et en fait, c'est là que j'ai utilisé un peu toutes les capacités que je pouvais avoir de concentration, d'observation, de travail physique que j'ai fait quand j'allais danser. C'est-à-dire que quelque chose qui me plaisait, j'essayais de l'enregistrer, de le travailler sur moi, de voir ce que j'aimais pas, et puis d'en bouffer aussi, entre guillemets, quoi. De danser avec plein de personnes différentes. Et au départ, c'est vrai qu'au tout début, j'étais très sélective. Je passais un petit peu pour une prétentieuse, parce que, en fait, j'avais un but, c'était vraiment d'avancer.
de pas perdre de temps, je sais pas pourquoi, j'avais ce sentiment-là et donc j'avais la chance de me faire inviter par des professionnels quasiment tout le temps. Donc j'ai vite fait un peu le tri et ce qui m'a permis d'aller très vite parce que finalement j'allais dans des mouvements que je connaissais pas, c'est comme si je faisais de l'accéléré puisque j'allais sur des figures, sur des pas, enfin j'étais pas allée jusqu'à maintenant. Donc finalement petit à petit mon corps s'est habitué. Je comprends ça aussi parce que moi aussi je me dis en fait ça me parle tellement et ça devient tellement important pour moi qu'en fait aussi je veux y aller et je veux danser et donc je partais à une milonga et on m'a dit il faut que tu viennes ici pour travailler parce que là t'as les très très bons danseurs et justement être entouré de gens très très bons ça fera que tu vas progresser très vite mais en même temps donc je suis d'accord avec ça, mais en même temps, j'ai pas non plus envie d'être, parfois je vais danser à l'opéra, donc c'est beaucoup plus à la cool. Oui. Et parfois, moi j'ai besoin aussi un peu de ce truc-là, de me sentir un peu à la cool, parce que parfois quand je vais Complètement. Parce que parfois je vais à des milongas et je sens que c'est assez concurrentiel. Et on se regarde beaucoup les uns les autres. Et donc je me sens stressé et oppressé par rapport à ça, parce que j'estime pas avoir le niveau de certains qui ont 10 ans de tango, tu vois. Même si je me sens un peu doué pour ça, je me dis parfois, je sais pas encore le niveau. Mais en même temps, je me dis, il faut être entouré de ce genre de personnes pour progresser. Toi, est-ce que tu as senti de la concurrence par rapport aux autres femmes ou tu t'es senti directement acceptée ou donc par les hommes, oui, mais par les femmes? Alors, par les femmes, ça a été particulier parce que j'ai en fait... On a dû te voir un peu d'un mauvais œil, non? Ouais, c'est-à-dire que... En fait, si tu veux, j'ai vécu tellement de pression, tellement de concurrence, tellement de choses comme ça au conservatoire que ça ne m'atteignait pas et que finalement j'avais une telle reconnaissance au tango, c'est-à-dire que même les femmes me disaient oui effectivement il y a quelque chose d'assez incroyable donc elles m'ont accepté si tu veux à chaque fois que j'allais en bal je me faisais inviter puis à chaque fois que j'allais en bal je décrochais un contrat et c'était moi tout le temps. Alors finalement au bout d'un an je suis partie en Argentine. Mais par rapport aux femmes, si tu veux, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu le côté ultra bienveillant des professionnels. Ça, j'ai trouvé ça super. Et j'ai des très bons souvenirs de Mariana Montes, de Victoria Veira, de Sandra Messina, qui était là, qui me regardait, qui m'encourageait et qui me disait oui. Faudra qu'on en parle. De Eugenia Parija à l'époque, de toutes les danseuses pro qui étaient justement les partenaires de ces personnes-là. Et je ne sentais pas de choses... envieuse ou méchante, au contraire quelque chose de très protecteur et de très pousser, bienveillant qui voulait me pousser. Voilà, parce qu'en plus il y avait très peu de jeunes à l'époque. Ouais, déjà il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il n'y avait pas beaucoup. Alors et toi, j'imagine pas. Ouais, voilà, c'était... Donc j'avais un côté très bienveillant et protecteur du milieu professionnel, ce qui n'était pas le cas du côté des personnes qui avaient des rancœurs un peu de ne pas se faire inviter ou des choses comme ça. Mais bon, ça si tu veux... Non, j'y pouvais rien. Moi, j'allais là, je dansais et puis... Mais par contre, c'est vrai que j'ai ce souvenir très bienveillant des danseuses professionnelles et pour moi, c'est très important parce que ça te conforte aussi dans... Mais en fait, tu deviens intouchable en soi. Ouais, parce qu'en fait, à partir du moment où les professionnels te valorisent, en tout cas en confiance en toi, le regard des autres, on s'en fout, même tu peux interpréter ça comme de la jalousie. Oui, c'est ça, si tu veux. Et après, je me suis fait des amis aussi. Enfin... Les choses sont faites naturellement. Et en fait, si tu veux, je pense que le fait que j'ai vécu énormément de pression et de choses désagréables au conservatoire, dans le milieu du tango, c'était vraiment, à côté de ça, des gnognottes, quoi. Ça m'impactait pas. Enfin, c'était... en fait, j'étais surtout bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, il n'y a pas plus de questions à se poser. En harmonie avec moi-même, quoi. T'étais à ta place, tu posais pas plus de questions. C'est ça. Et donc, du coup, t'as fait 1 an de tango. Ouais. Et donc, après, tu t'es dit... Je me casse, je vais à Buenos Aires pour progresser. Ouais, c'est ça. Alors en fait, si tu veux, pendant cette première année, j'ai fait plusieurs contrats. Donc j'ai été partie 2 mois avec Jarle Sandoden à Oslo. J'ai dansé 2 mois avec lui. Ensuite, je suis revenue, j'ai fait un film avec Zabur Retman. Je suis partie en Allemagne avec Anna Shigula pour un opéra tango. Et plein d'autres choses aussi. Et en fait, avec cet argent-là, je me dis, je mets tout ça de côté pour me payer 3 mois à Buenos Aires au moins, pour avoir le temps, parce que je me dis, c'est là-bas que ça se passe. Je veux vraiment découvrir ce que c'est et puis aller à l'essence même du truc parce que je le sentais. T'avais réussi à quand même avoir suffisamment pour bien vivre pendant 3 mois? Ah oui, largement. Ok. Ouais. Tu t'es pas non plus mis en danger dans le sens... Non, pas du tout. Non, j'avais vraiment prévu de quoi être 3 mois tranquille. J'avais déjà même, loué un appartement depuis Paris. Donc j'avais tout organisé. Et puis j'avais rien dit à mes parents parce que je voulais... c'était mon truc et j'en avais tellement chié au conservatoire que je voulais vraiment plus... Puis t'avais confiance en toi?
Ouais, finalement, j'ai même pas trop réfléchi, hein. Je dois dire, c'était allez, c'est la suite de l'aventure, c'est parti, quoi. Comment ça s'est passé en arrivant à Buenos Aires? Alors, en arrivant à Buenos Aires, j'ai fait waouh, c'est énorme, où est-ce que je suis arrivée? Plus que Paris? Parce que déjà Ah oui, Paris. Ok. je sais pas combien de fois plus grand que Paris, mais c'est énorme, c'est très bruyant, c'est très vivant, c'est pas du tout pareil. J'ai adoré l'énergie tout de suite. Alors par contre, je suis arrivée dans mon petit appart, j'ai mis du temps à sortir au début. Je me suis dit, oh là là, bon, j'y vais tranquillement. Et en fait, j'étais tellement heureuse d'être là, d'être libre, de faire ce que je voulais. Et puis j'ai commencé à sortir. Et de fil en aiguille, bah, tu rencontres des gens. Et en fait, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes. Et finalement, de fil en aiguille, je suis allée dans les bons bals et j'ai rencontré une danseuse à l'époque qui s'appelle Soledad Larretapia, qui est venue souvent à Paris. Et on est super accrochés à ce moment-là. Et elle m'a dit, bah, écoute, viens vivre à la maison et tout ça. Lâche ton appart. Et puis là, du coup, ça a été le début de la grande aventure parce qu'elle m'a emmenée partout là où elle allait. On t'a pris sous son aile? Ouais, entre guillemets. Bon, après, il y a eu une petite, je pense, pointe de quelque chose de pas super cool finalement. Parce jalousie que, ouais, elle a un peu rompu avec moi à partir du moment où j'ai commencé à danser professionnellement, on va dire. Du coup, bah, il y a eu une cassure à ce moment-là, ce qui m'a blessée parce que finalement, je l'avais confié plein de trucs et puis j'y tenais beaucoup, enfin, c'était très fort pour moi. Mais bon, donc j'arrive à Buenos Aires, je danse dans les bals, je me fais inviter par tous les pros, comme d'habitude, entre guillemets. Je rencontre tous les gens qui sont maintenant des stars du tango, on va dire. Et donc dès ta première milonga, tu t'es senti... Enfin, tu t'es fait intégrer direct? Alors ouais, on va dire ouais, j'ai eu la chance de me faire assez inviter facilement. Et de fil en aiguille, je suis allée dans des endroits où il y avait des jeunes, voilà, et puis ça a été très très vite. Des jeunes de quel âge? Oh bah mon âge. Ok. Puis après j'ai été là où il y avait les pros, à la Viruta, tout ça. Parce que moi on m'a dit justement de pas non plus aller trop vite à Buenos Aires. Ouais. Parce qu'en fait tu peux aussi te prendre en fait une déflagration dans la tête parce qu'en fait le niveau n'est pas le même. Ah non, c'est évident. Alors là tu te prends une grosse claque. C'est-à-dire que c'est à la fois très très stimulant et très anxiogène parce que tu te dis mince, mais qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est ça, qu'est-ce que je fous là? Et en fait non, parce que de fil en aiguille, bon après moi c'était il y a un certain moment, c'était pas la même époque. Bien sûr. Aujourd'hui je sais pas comment ça serait, mais voilà, enfin en tout cas j'ai tout de suite rencontré des personnes, des professionnels super et puis voilà, donc pendant les 2 premiers mois, on va dire que j'ai fait danser tous les soirs. Hein, donc je vivais à l'envers complètement. Parce que moi, qui couche tôt, alors c'est complètement parent. Et j'ai rencontré donc Géraldine et Ezequiel, El Pibe Avellaneda, et je sortais beaucoup avec eux. Donc eux qui sont devenus ensuite des... qui étaient connus, hein, et Géraldine Rojas... déjà une grande star pour moi, la plus grande danseuse de tous les temps. Et du coup... Elle, tu l'aimes bien, elle? Oui, okay. J'aime beaucoup. Ouais, et puis même comme personne, comme artiste. Tu parles espagnol? Oui, couramment, oui. Déjà, même avant d'aller à Buenos Aires? Ah non, pas du tout. Après, l'espagnol, tu comprends vite. Et il y a un temps avant d'arriver à parler. Et puis donc, voilà, pour continuer l'histoire, je rencontre... Il y a donc Mariano, celui qui va devenir mon partenaire pendant 13 ans. Chercher une danseuse professionnelle à ce moment-là et il m'a vue dans un bal et puis moi je l'ai pas vue ce jour-là mais il s'est dit c'est elle avec qui je veux travailler, du coup par l'intermédiaire de ces danseurs-là il m'a retrouvée donc finalement on se rencontre et alors là c'est le jour et la nuit parce que c'est quelqu'un qui vient que du milieu de la scène et moi je connais pas, seulement j'ai toujours eu envie d'être danseuse professionnelle donc il y a quelque chose qui se passe quand même, on commence à répéter, à travailler ensemble. Moi, je me dis, j'ai pas d'expérience, je comprends rien à ce qu'il me fait, mais en même temps, je me dis, il peut se passer des choses géniales, voilà. Et lui dansait donc au Viejo Almacén à l'époque, une casa de tango prestigieuse à Buenos Aires, et puis on commence à travailler, donc à se répéter, hein, peut-être 5 heures par jour. Arrivent les 3 mois, je renouvelle pour 6. Et puis finalement, je suis embauchée au Viejo Almacén après de nombreuses péripéties, justement, pour pas que j'y accède, parce que là, forcément, la seule étrangère... à accéder à ça, c'est quand même pas facile. En plus, avec aussi peu de tango. Oui, parce que finalement, j'ai bien menti sur mon temps de tango. D'autant plus que je venais pas du milieu de la danse non plus, parce que... T'as eu à un moment un complexe de l'imposteur? Si, ouais, en même temps, j'étais là, je me dis, c'est plus que génial. Donc finalement,
Je l'ai eu, ouais, je l'ai eu et je l'ai eu toute ma carrière parce que finalement, je venais pas de la danse. C'est-à-dire, j'avais pas une formation de danseuse classique, contemporaine, donc je sais qu'il me manque des choses sur le haut du corps, sur le maniement du haut du corps. Les jambes, je sais que c'est mon point fort, mais en haut, sur scène, et c'est vrai que, voilà, c'est Mais le petit en même manque. temps, il manque des choses à tout le monde. Et puis toi, Oui. si on t'a remarqué aussi rapidement, c'est bien que il se Ouais, passe quelque voilà, chose mais de toute le façon milieu après. du bal et le milieu de la scène, c'est quand même deux Deux choses choses différentes. complètement différentes. Ok. C'est-à-dire que quand je suis rentrée à Viejo-Almacén, je ne sortais plus en bal. Je faisais que danser tous les soirs les spectacles sur scène, donc c'était beaucoup plus intense physiquement. Et puis avec Mariano, au bout de 6 mois, on s'est mis ensemble, on s'est mariés, et puis c'est devenu un peu l'enfermement du macho argentin où j'avais plus le droit de rien faire d'autre que d'être avec lui. Mais finalement, j'ai quand même fait énormément de tournées internationales avec lui depuis l'Argentine, dans différentes compagnies, parce que finalement j'y ai vécu 6 ans à Buenos Aires. Ah oui, d'accord. Donc en fait, t'étais parti pour 6 mois et t'es resté 6 ans. Ouais, j'étais partie pour 3 mois, je suis restée 6 ans. Ouais. C'est fou. Et j'y serais restée encore si j'avais pas eu les 3 enfants, je pense. Mais finalement, Elena donc, est née là-bas, et c'est à la naissance du deuxième que j'ai décidé de rentrer, parce que c'était quand même compliqué de vivre là-bas avec des enfants. Peut-être que la France te manquait aussi un petit peu. Ouais, en même temps, j'essaie d'y retourner tous les ans. Mais j'adore l'Argentine, j'adore vivre là-bas, j'adore danser là-bas, c'était génial. Après, d'être une femme en Argentine, c'est autre chose, quoi. C'est vrai que moi, j'ai pas les mêmes valeurs, on va dire, la même culture, tout simplement. Plus macho. Donc, ouais, voilà. Et je me sentais étouffée, coincée un petit peu quand même. C'est Sébastien Arcey aussi qui parlait, donc j'ai fait un stage avec lui hier, et donc il parlait aussi que parfois, à partir du moment où une femme était ensuite sortait après avec son Ouais. copain, et ben, elle se faisait beaucoup moins inviter ensuite. Ah bah plus du tout. Et C'est-à-dire que moi, quand pendant je dis les ça, je trouve 13 ça ans... fou. Non mais ça c'est C'est pas très mal. très argentin. C'est bizarre. Ouais, mais en fait c'est la culture. C'est-à-dire que là-bas il y a quand même encore une culture très forte du fait que quand t'es marié t'appartiens à la personne. Et en fait moi à partir du moment où j'étais avec Mariano, je ne faisais plus du tout inviter en Argentine, plus du tout en France, parce que déjà lui il poussait des barrières à 200 km autour, fallait pas s'approcher de moi. Ok, donc ça dû vraiment C'était horrible. t'emmerder, en plus parce que Ouais. toi, la danse, tu t'épanouis dans ça. Bah, complètement. Et te finalement, bride, si en tu fait, veux, je dans- me suis épanouie le temps que j'ai fait toutes ces tournées avec lui et tout ça. Mais à partir du moment où je suis revenue en France et on a été sur un rythme de cours et on a eu les enfants et tout, j'ai commencé à m'ennuyer vraiment beaucoup et ça m'a manqué. Et finalement, j'ai décidé de quitter pour tout ça parce que c'était trop... Ça avait complètement cassé mon élan finalement, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Mais du temps où j'étais en Argentine, c'était bien. Mais je sentais qu'il y avait des limites, quoi. Ouais, parce qu'en même temps, donc, la plus belle peut-être des opportunités pour toi, Ouais. à la longue, en fait, c'est terminé comme... Ouais, en même temps, si tu veux, je peux pas dire que j'ai été triste parce que j'ai fait une carrière incroyable Oui, c'est clair, par voilà, c'est ça, rapport ouais. à toutes les danseuses que je puisse connaître en Europe. J'ai quand même été dans des compagnies. Je veux dire, je pense que j'aurais jamais fait ça autrement. Après, c'est très dur de se dire bon il faut continuer à avancer, il faut casser quelque chose sur lequel on était parti et puis continuer sa route libre. Mais en même temps, aujourd'hui, je me sens super bien parce que je suis complètement libre du coup. J'en vis aussi. Je travaille un peu plus dans la façon dans laquelle j'ai envie d'aller. En même temps, c'est difficile de ne pas avoir non plus de partenaire fixe. Enfin bon, bref, il y a tout ça. Et donc, tu racontais aussi, quand on était dans la voiture, on commençait déjà à discuter, mais je voulais pas trop te lancer sur ça parce que je voulais garder la surprise pour le podcast. Donc, tu as aussi dansé avec un peu les stars de maintenant que moi, je regarde beaucoup, et des Chicho ou même des Sébastien Arcey. Bien sûr, ouais. Et donc, c'est quand tu arrivé à Paris? Ah bah c'était à Paris au tout début, ça faisait 1 ou 2 mois de tango, je dansais avec eux. C'est eux en fait qui m'ont fait évoluer aussi vite parce que finalement... c'est une chance inouïe en fait de... j'ai même pas... C'est vrai que Chicho avait pas tendance à inviter beaucoup et qu'il m'invitait quasiment systématiquement quand j'allais en bal, et je me souviens très bien de ce côté ultra rythmique, et je pense qu'il y avait cette écoute de la musique puisque je venais du conservatoire et que lui aussi à la base est musicien. Il y a eu un truc... Ça a matché. Ouais, complètement. Et puis il y avait quelque chose de très protecteur parce qu'il me mettait jamais en situation de difficulté en dansant. Et il y a des mecs qui peuvent faire ça? Ah oui, complètement. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'ils étalent leur science, quoi. Okay. Sébastien, c'était génial aussi parce que quelque chose de super carré. J'aimais beaucoup aussi danser avec lui. Pareil, c'était la première année tout ça.
où je me suis fait inviter donc beaucoup par eux et que j'ai beaucoup avancé grâce à eux parce que finalement, le fait de danser à ce niveau-là si vite, ça permet de beaucoup progresser. Et après, c'est en arrivant à Buenos Aires où là, je me faisais inviter par plein d'autres danseurs pros qui sont aujourd'hui sur le marché, entre guillemets, international. Et Pablo Verón aussi, beaucoup. Bon, j'ai beaucoup échangé avec lui, quelqu'un d'absolument ultra intéressant artistiquement, qui m'ont fait beaucoup évoluer. Mais tu m'étonnes en tout cas que forcément, je pense que certaines danseuses ont dû te voir d'un mauvais œil. Ah bah oui, quand c'est t'arrivais, sûr, en fait, que tu te faisais déjà inviter par Chicho. Oui, puis c'est quand j'avais même un truc de vraiment ouf. des tout petits pas de tango, c'est-à-dire que... Mais en fait, ça a été très vite, je pense. Donc voilà. Ils ont senti, en fait, je pense que de toute façon, Ouais. tu le sens de manière générale. Ils me disaient clairement que j'étais un prodige et qu'ils n'avaient jamais vu ça. Alors c'est ce que je me souviens et c'est les sentiments que j'avais, mais je forçais pas en fait. C'était vraiment... je me sentais bien, quoi. J'avais juste trouvé quelque chose qui me correspondait et puis c'était... C'était ça, quoi. Ouais, Donc, c'était ça cool. et c'est des bons souvenirs, Ouais. quoi. Et du coup, quand t'es revenu de Buenos Aires, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis revenue de Buenos Aires, Parce que c'était là, du coup, vraiment tu du t'es hasard quitté avec finalement. Non, c'était plus Ok, tard. Parce c'est qu'en plus tard. fait, Elena est née à Buenos Aires, donc ma première fille, enfin ma grande fille. J'ai failli juste mourir à l'accouchement. Donc quand je suis tombée enceinte du deuxième, qui était assez rapidement, je me suis dit, je vais accoucher à Paris. Parce que là, je ne veux pas revivre ça. Et en fait, C'était pas les mêmes conditions d'accouchement? Non, c'est que, c'était difficile, quoi. J'ai fait une hémorragie, ils l'ont pas vu, enfin, c'était un peu compliqué. Et en fait, à la naissance de Lorenzo, on a eu une intuition qu'il fallait qu'on reste en France. Donc voilà, on a tout plaqué, on a recommencé à zéro. J'étais chez mes parents et on a dit à une copine, à moi, on ne sait pas où aller, si tu as une idée. Et c'était le jour de l'accouchement. Elle m'a dit, écoute, j'ai une maison de ma grand-mère qui est un peu abandonnée au milieu du Finistère, là-bas, à Châteaulin, dans un trou. Si tu veux, je peux te prêter la maison le temps voilà. Et d'où le fait que t'as vécu ensuite en Bretagne. Voilà. Ok. Et en fait, on est arrivé dans cette maison qui était complètement en travaux. Enfin, je veux dire, on n'avait pas de chauffage, il y avait du plâtre partout, avec un bébé de 18 mois, un autre de 3 semaines. Et on a tout recommencé à zéro. Donc, de zéro, on est reparti à reconstruire des cours. Donc, on donnait des cours régulièrement un peu dans toute la région. De là, on a créé un grand festival aussi à Châteaulin. Enfin, c'était super. Et puis après, on a fait les championnats. Donc, on a eu pas mal de récompenses aux championnats aussi. Tu l'as fait combien de fois? J'ai fait une fois. Je l'ai fait qu'une fois. Enfin, j'ai fait à Paris. Donc, on a été champion de France. Après, on a fait deux fois les championnats d'Europe, on a fait 3e à chaque fois. Et Buenos Aires, on a été en demi-finale dans les deux catégories. En 2015. En balle ou en... Les deux. Ah, vous avez fait les deux. Et donc, t'avais combien de temps de tango, là, du coup? Alors, attends, 2015... j'avais 10 ans de tango, là. Ok. Donc là, ça commence à être pas mal. Mais je venais d'accoucher l'année où j'ai fait ça et j'étais pas dans ma forme... comme je pourrais être aujourd'hui, quoi. Ouais. Et justement, vu que tu as connu aussi du coup beaucoup de très 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 bons danseurs, qu'est-ce qui fait qu'en fait c'est tout simplement des très bons danseurs? Alors, je pense qu'il y a une maîtrise de leur corps, déjà d'une chose, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance du mouvement, de ce qu'ils font et de où ils vont. En fait, en tant que danseur de tango. Et ensuite, c'est la créativité, c'est la musicalité. Moi, ce qui va me toucher, c'est des personnes qui vont aller dans le même sens que moi musicalement. Il va y avoir... en fait, tu vois, on s'entend pas forcément bien avec tous les danseurs professionnels. Alors que pourtant, ils dansent bien. Mais oui, ça va... enfin, moi, je suis quand même assez grande pour une danseuse, donc c'est vrai qu'il y a aussi une question de taille, il y a aussi une question d'énergie, une question de personnalité. Mais de manière générale, c'est des gens qui vont être aussi dans l'écoute de l'autre, enfin, dans l'écoute de la personnalité de l'autre, dans la musicalité surtout, et dans la maîtrise. Quelque chose d'assez posé aussi, enfin d'assez centré. Maîtrise? Ouais, maîtrise, mais posé dans le sens où chaque mouvement est vraiment à sa place. C'est pas... Un mouvement pour faire un mouvement? Ouais. Par exemple, même si tu vas danser très très vite, parce que moi je l'ai appris donc, sur des variations scéniques où là ça demande de la technique qui va plus loin que le tango, c'est le fait de maîtriser chaque petit détail de chaque mouvement en fait. Mais pas dans le fait que ça soit froid ou perfectionniste, mais dans le fait qu'on est serein dans chaque mouvement en fait. D'accord. C'est surtout ça, aujourd'hui avec le recul, et moi ce qui m'a vachement touchée avec... je recite Sébastien et Chicho, c'est parce que c'est leur musicalité, c'est vraiment
Et après être allée en Argentine, avoir vécu là-bas, avoir dansé là-bas, avoir travaillé là-bas, c'est aussi quelque chose de vraiment culturel et de vraiment que j'ai aujourd'hui, que j'avais pas quand j'avais 20 ans à l'époque là, de très dans la terre, de très... Parce que j'avais regardé un reportage sur le tango en Argentine, et en fait, un Argentin disait que parfois, les étrangers qui venaient en Argentine pour danser, ça les gonflait un peu parce que justement, ils interprétaient pas la musique de la bonne manière. Parce que parfois, ils pouvaient danser de manière très joyeuse sur une musique où en fait, le mec il raconte qu'il se fait larguer par sa femme et c'est triste. Et donc c'est aussi ce truc-là d'interprétation aussi que tu l'as senti, toi, cette chose-là, ou pas tellement? Alors moi, en tant que femme, non, parce que finalement, quand tu suis, tu t'imprègnes de ce que va donner l'autre. Et c'est vrai que j'étais aussi dans une période assez mélancolique, donc ça collait bien avec le tango. Mais au contraire, non, si tu es vraiment dans la musique, si ton interprétation elle est joyeuse, mais elle est dans le sens de ce que fait la musique, c'est pas dérangeant, quoi. Et c'est intéressant aussi parce que du coup, tu n'as pas parlé, quand je t'ai demandé qu'est-ce que pour toi définit un bon danseur, tu l'as pas forcément parlé par rapport à la multiplicité des pas qu'ils savent faire. Ah non, pas du tout. Alors là. Mais la première chose que tu as dit, c'est leur musicalité, leur manière en fait d'interpréter la musique. C'est ça. Donc finalement, tu peux être un très 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 bon danseur en faisant des choses simples. Complètement. Et c'est même souvent beaucoup plus agréable pour la danseuse. Chicho, quand j'ai commencé à danser avec lui, il faisait rien de compliqué. Peut-être on faisait que des petits trucs tout basiques. Mais alors, il me l'avait fait 14 000 fois, de 14 000 manières différentes, avec 14 000 musicalités différentes. Et puis d'un coup, paf, il va y avoir un truc qui va sortir de là, qui va faire la différence. Et puis, c'est la brasso, c'est ce qui va se passer à l'intérieur des bras, dans la sensation du cœur de l'autre. Enfin, il y a quelque chose de fort quand même. Donc, c'est le partage. C'est cette fusion entre ce que va être l'un et l'autre. Mais ça, c'est hyper... la fusion en étant indépendant, mais c'est assez particulier au tango, quoi. Et la marche, le fait d'avoir quelque chose dans le sol... Moi, j'ai dansé avec des papis de, je sais pas, 80 ans, dans des balles aussi à Buenos Aires, où c'était juste extraordinaire dans la façon de tenir la danseuse et dans la façon de la respecter aussi. C'est dans le tout petit détail. Hein. Ça va être dans le fait qu'il va être attentif au passage du poids du corps, attentif... Une écoute, attentif à un petit mouvement qu'elle va faire en plus et que lui va pas être en train de repartir dessus. Ouais, c'est une écoute et un partage vraiment avec la personne. En fait, c'est toi ce qui... Ouais, c'est ça, c'est aussi c'est capacité de connexion avec l'autre. Et parfois, en fait, je sens cette connexion en fait, dès la brasso. Oui, c'est ça. En fait, on enlace la personne. Complètement. Et en fait, on sait, ok, ça va être top. Ouais, mais ça, c'est même dans la vie. Tu sens tout de suite déjà des gens avec qui tu vas bien t'entendre. C'est un petit peu comme ça. Il y a des énergies, justement, où tu sens en fait directement. Et parfois, il y a ce truc-là que tu disais aussi, c'est qu'en fait, parfois, il y a des gens, tu trouves qu'ils dansent hyper bien. Ouais. Tu danses avec eux, et ça matche moins. Pas. Parce qu'en fait, c'est une manière différente de danser, et ça arrive. Ah, mais ça m'est arrivé avec des danseurs professionnels qui dansent très bien. Et j'ai rien compris, parce que c'était pas ma façon de sentir les choses. Des gens reconnus, enfin, je veux dire, il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils soient très bons. Et puis après, il y a aussi ce que tu vois et ce que tu sens. Tu peux avoir quelqu'un, avoir l'impression qu'il danse très bien et tu danses avec, bah non, ça passe pas. Tu sais pas pourquoi, ça peut être trop rigide ou ça peut être quelque chose qui est pas visuel. T'avais des remises en question à ce moment-là ? Ah ouais, tout le temps, mais moi j'ai fait du travail sur moi pour avoir confiance en moi, mais je pense que finalement, tout ce que j'ai vécu avant de commencer à danser, ça m'a fait faire un gros travail, ce qui fait que je suis arrivée assez solide. Surtout à la période où j'ai commencé à danser sur scène dans un milieu vraiment professionnel pour le coup. Parce que là, quand tu es vraiment sur scène en Argentine, c'est pas du tout pareil. C'est dur ? Ah oui. C'est déjà physiquement extrêmement exigeant. Ça demande un très haut niveau technique, un très haut niveau conditions physiques. Et puis aussi, c'est un milieu de danseurs qui viennent de professionnels depuis qu'ils sont tout petits. Et moi, je l'étais pas. Donc là, c'était difficile pour moi. De me sentir crédible, mais en même temps, j'ai tout de suite été, acceptée. À partir du moment où j'ai commencé à parler parfaitement espagnol, alors là, j'ai été acceptée. Parce qu'en fait, je pense que tu montrais aussi du coup une forme de respect envers la culture. En fait, c'était marrant parce que dans les loges du Viejo Almacén, quand j'ai commencé, je parlais pas quasiment espagnol, donc je me taisais et puis j'entendais les autres parler. Puis à un moment donné, j'ai commencé à parler comme elle, avec l'argot d'Argentine, et là. D'un coup, tout est tombé et ça y est, j'étais vraiment acceptée. C'était super, quoi. Et c'est clair aussi que je ressens même que je trouve ça fou que le tango, c'est une danse sociale.
Donc les gens sont là pour se rencontrer, pour discuter, même pour partager des moments ensemble. Ouais. Et j'ai du mal parfois à comprendre en fait ce truc-là je trouve que ce monde-là est quand même dur, où les gens se regardent beaucoup. Ouais. On a beaucoup de choses, l'impression beaucoup de choses à prouver aussi à travers la danse. Parce qu'en même temps, on met beaucoup de nous. Ouais. Après, c'est un côté très parisien aussi. Moi, je me souviens de ça, où il y avait ce côté-là vraiment très observateur, un petit peu hautain, je dirais, à Paris, que j'ai pas ressenti à Buenos Aires, où les gens sont dans leur culture. Après, je sais pas aujourd'hui, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas dansé là-bas, vu que ça fait longtemps que je suis en France et qu'avec Mariano, je pouvais pas danser, donc voilà. Après, c'est une danse très particulière, qui peut être très ingrate aussi pour certains, parce que je sais que je connais pas mal d'élèves qui se font pas forcément inviter. Il y a des choses, certains codes qui sont difficiles, mais c'est très particulier comme danse, effectivement. Je suis d'accord. Et c'est surtout que c'est une danse où on dépend l'un de l'autre. C'est-à-dire que ça, c'est très particulier au tango argentin, de toute façon. Donc, ça crée forcément une ambiance particulière, quoi. C'est clair, ouais. Et tu l'as déjà évoqué, mais je voulais savoir aussi, du coup, vu qu'en plus tu donnes des cours, oui. Et j'ai pris des cours avec toi, tout à l'heure, je te demandais de me définir c'était quoi pour toi un bon danseur. Et maintenant, si on inverse, c'est quoi pour toi une bonne danseuse ? Une bonne danseuse, ça va être une danseuse qui va être présente, qui va pas s'appuyer sur le danseur pour faire ses mouvements, qui va être indépendante, qui va avoir sa personnalité et qui va surtout être à l'écoute du danseur, à l'écoute de l'espace. Parce qu'il se passe aussi beaucoup ça, c'est que dans les balles, les gens dansent dans tous les sens et une bonne danseuse a la conscience de l'espace. Ça peut arriver qu'un danseur t'envoie sur un mouvement comme un boléo et il n'y a pas la place et la femme doit avoir aussi cette conscience de laisser ou pas partir sa jambe. Ok. C'est difficile ? Oui, c'est difficile, mais ça se sent, c'est-à-dire que tu es connecté à ton danseur et connecté à ce qu'il y a autour. Et en plus avec la musique. C'est-à-dire qu'on a une bonne danseuse, elle a son interprétation, elle a sa liberté. Et ça, moi, je l'ai acquis avec les années, c'est pas au début que je l'avais. Parce que je trouve ça difficile aussi en tant que mec. J'arrive de plus en plus, faut pas non plus déconner, mais je sens que je m'en approche peu à peu parce que je travaille sur ça. C'est en fait comment faire pour laisser la place à ta partenaire pour s'exprimer. C'est elle qui va la trouver. Ok. En fait, si toi, tu passes ton poids du corps clairement, c'est-à-dire que tu sens vraiment que tu es sur un pied ou sur l'autre et que tu prends le temps de passer par ton axe, il y a forcément un temps entre ce transfert de poids et c'est à ce moment-là qu'elle va placer ses adornos entre guillemets. Si elle les place pas au bon endroit, c'est que soit elle l'a pas encore acquis, l'aisance aussi, elle de passer son poids suffisamment, voilà, et puis tu vas aussi le sentir par rapport à la musique, c'est-à-dire qu'à certains moments, tu vas avoir envie de ralentir, c'est là qu'elle va avoir plus de place, c'est dans le dialogue aussi, tu vois. Il faut avoir une sacrée confiance dans sa danse aussi pour pouvoir s'affirmer. Ouais. Pour imposer son style, en fait, faut pas avoir peur, en fait, parce que justement, tu prends un risque quand tu affirmes ton style. Oui, après, c'est vrai, mais en même temps, je pense que... personnellement, c'est passé beaucoup par la musique, c'est-à-dire que c'est presque elle qui m'inspirait la façon d'être, de danser. Je pense qu'il n'y a pas de secret, en fait, tu le sens à travers la musique. Et puis un bon danseur, c'est quelqu'un qui maîtrise son corps aussi. Ça, pour moi, c'est la base, c'est-à-dire que de tenir debout, de comprendre ce que c'est que transférer le poids du corps, d'arriver à tenir sur un pied. C'est sûr qu'à un certain niveau, le tango, ça devient exigeant aussi et qu'il y a cette maîtrise-là. Et du fait qui rend plus difficile les choses, c'est que c'est vraiment une danse où on partage la danse. Donc, le bon danseur ne va pas interférer sur l'axe de l'autre, que ça soit homme ou femme. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre. Ouais, à voir, en fait. Je regarde quelle heure il est. Il est 16h54, il reste plus beaucoup de temps. Donc, du coup, je vais te poser plusieurs questions, on va essayer de répondre rapidement. J'ai envie de savoir, donc moi je suis au début de mon apprentissage de tango, et donc grâce à des gens comme toi, ça me comble en fait ma quête de mieux comprendre cet univers-là, et j'essaie de comprendre des clés grâce à vous. Est-ce que tu sens qu'il y a eu des gaps en fonction des années où tu as compris des choses ? Par exemple, tes premières années c'était ça, ensuite c'était ça. Qu'est-ce que tu... Vas-y, dis-moi. Alors, il y a eu 3 gros caps. Okay. Le premier, ça a été quand j'ai commencé à danser, où ça a été vraiment le moment où je me suis laissée complètement danser. J'ai laissé mon corps suivre tous les mouvements. Ça, c'était vraiment ce qui a été le plus important. Où j'ai appris à être vraiment à l'écoute et à vraiment suivre tout type de guidage.
m'adapter à tout. Ensuite, il y a eu l'étape scène où là, j'ai vraiment travaillé sur mon physique, c'est-à-dire entraînement physique, la souplesse, la force, l'endurance, les variations. Donc là, très professionnel, très, très technique. Et la troisième étape, ça a été quand j'ai passé mon diplôme de coach sportif il y a 4 ans, où là, j'ai compris toute l'anatomie, la physiologie, les méthodes d'entraînement, la nutrition et tout ce qu'il faut pour être danseur pro, finalement, que tu n'as pas, parce que tu n'as pas de formation en tango, hein, clairement, même en Argentine. C'est pas comme le classique contemporain où tu as un cursus. Donc ça a vraiment ça a complètement changé la donne parce que alors là, pour le coup, j'ai acquis énormément de choses qui m'ont permis aujourd'hui d'enseigner d'une manière beaucoup plus précise et même moi-même de m'entraîner. Aujourd'hui, j'ai 41 ans, je suis carrément plus en forme qu'à 20 ans physiquement parce que je sais m'entraîner, parce que je me suis musclée, parce que plus à l'écoute de ton corps. Ouais, aussi. Et puis j'ai eu 3 enfants. Enfin, en tant que femme aussi, je me suis accomplie sur plein de choses. Je suis aujourd'hui très heureuse dans ma vie de couple. Voilà. Et c'est vrai que toutes ces étapes de femme, elles font qu'aujourd'hui, le tango, il a pris beaucoup de maturité. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas au début. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Déjà, biomécanique, ça me fait sourire aussi parce que, encore une fois, donc, le cours que j'ai pris hier avec Sébastien Hercé, il parlait aussi de biomécanique. J'ai l'impression qu'en fait, à un moment, si tu veux progresser, tu as besoin de comprendre des choses par rapport à ton corps. C'est sûr. Et donc ça, c'est hyper... Alors, tu as plusieurs façons de comprendre. Ça va dépendre de chacun. Tu as la façon intellectuelle par l'anatomie, apprendre les muscles, comment ils fonctionnent, le squelette, quel muscle va enclencher quel mouvement, ça c'est assez important. Et puis après, tu as la façon aussi physique, c'est-à-dire d'avoir un entraînement à côté, de faire du pilates, de faire du renforcement musculaire, de faire un entraînement à côté qui permet de prendre conscience de tes muscles ou faire d'autres danses, tu vois. Comme tu fais du classique contemporain, d'autres choses qui vont apporter à ton tango des sensations. Et puis même toi-même, corporellement, tu vas maîtriser d'autres choses, quoi. Et ça m'amène aussi du coup à la deuxième question. Tu as dit que justement en fait ton tango a pris de la maturité, des années. Et donc moi évidemment je pense que toi tu as eu ça aussi quand tu as commencé. Je suis un peu tout feu tout flamme ou dans le sens où j'en fais, je te disais justement je pouvais en faire jusqu'à 20 heures plus que 20 heures dans la semaine. Et parce que je souhaite progresser, donc il ne faut pas non plus que je sois trop pressé. Il ne faut pas que je grille des étapes. De toute façon, le tango, ça prend du temps. Est-ce que pour toi, moi qui cherche à progresser, enchaîner les milongas et les cours, c'est une bonne chose? Fonce. Fais ça, à fond. Alors là, moi, je te conseille, tu sais, si j'avais calculé le nombre d'heures que j'ai fait, je dansais le jour et la nuit, je m'entraînais tout le temps. Et en fait, profite de cette boulimie et puis de la jeunesse pour tout ça, parce que c'est toutes les informations que tu vas emmagasiner, les expériences. Juste ne pas s'éparpiller avec des cours dans tous les sens de choses différentes parce que ça risque de t'embrouiller, mais plutôt garder une ligne de conduite dans ce que toi tu veux faire, ton style, qui va s'affiner au fur et à mesure et en gardant ta personnalité, ce qui te correspond et d'aller dans ce sens-là. Et puis alors danser. Et au moment où tu sens que tu satures, tu prends un peu de recul, tu fais une petite pause ou tu changes d'activité, voilà. Mais moi je sais que j'en ai bouffé vraiment pendant les premières années, jusqu'à ce que j'ai mon deuxième enfant, en fait. Donc, c'était pendant une dizaine d'années, j'en ai fait énormément. Et aujourd'hui, après, c'est autre chose. Avec la maturité, tu vas beaucoup plus dans l'efficacité. Tu sais ce qu'il faut que tu travailles et tu continues à progresser. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est que moi, je me suis dit, avec l'âge, on va avoir tendance à régresser. Mais au contraire, non, tu évolues, quoi. Puis le tango, c'est une danse de maturité aussi, je pense, qui exprime des choses, quand on voit les textes qu'il y a aussi, c'est du vécu, quoi. Je traverse beaucoup de haut et de bas. Je traverse aussi cette période de boulimie. Je me demande quand ça va arrêter parce que plus j'en fais et plus en fait, j'y pense. Ça devient même parfois quand je vais me coucher, je pense encore à danser. Mais c'est normal. Ça. C'est un truc, mais c'est parfois. J'ai eu la même chose, je te rassure. C'est hyper agréable, mais en même temps, parfois, tu as envie de calmer ta tête parce qu'en fait, c'est omniprésent tout le temps. Mais en même temps, en fait, je parlais En fait, à un moment, je commence un peu à... J'ai l'impression que ça devient un schéma qui se répète, mais c'est pas le cas, j'ai l'impression que c'est moi qui me le crée. Dans le sens où il y a des moments où je sens qu'il y a des journées, je vais danser, ça va être le top du top. Ça, c'est normal. Et après, tu as un gros bas. Et voilà. Oui, c'est ça. Ok. Et souvent, c'est les phases de progression, tu sais plus quoi faire, tu sais plus danser, tu as perdu tous tes repères. Exactement ce que je traverse. Mais ça, c'est des étapes, en fait. C'est complètement normal et c'est le processus. C'est-à-dire que tu vas perdre tes repères pour en construire d'autres. Et ça vient. Et même dans la vie, c'est jamais linéaire, quoi. Donc, il faut pas que ça t'inquiète, même si c'est intéressant de se remettre en question, toujours. Ne pas considérer les choses comme acquises. Ah ouais, non, mais du coup, en fait, je me rends compte que rien n'est acquis, en fait. Mais non. Mais alors, des fois, tu vas perdre des trucs pour en acquérir d'autres. C'est ça. Et je dis pas qu'en fait, je n'arrive plus à faire.
Mais c'est ça. Mais en fait, donc en fait, à un moment, je me rappelle, il y a un pas que je faisais tout le temps. Et à un moment, en fait, j'ai commencé un peu à l'imaginer dans ma tête, enfin, à le schématiser, enfin, l'intellectualiser. Et du coup, j'avais plus à le faire. Et j'essayais tout le temps de le faire. Et en fait, ça marchait plus. Et donc, c'était devenu un peu une obsession. Et du coup, bah, j'en avais marre, quoi. Puis à un moment, je l'ai refait, mais sans y penser. Et là, je l'avais jamais aussi bien fait toute ma vie. Oui, parce que tu vois, il y a peut-être des choses qui vont s'acquérir par d'autres côtés. Et puis, souvent, dans des périodes où on va énormément danser, on va faire une espèce de boulimie et au bout d'un moment, on perd ses repères. Donc, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie de la progression. C'est ça. Ça fait partie de la progression et c'est plutôt d'ailleurs bon signe parce que c'est souvent à ces moments-là où tu vas le plus progresser. Ok, parce que c'est vraiment des hauts et des bas. En même temps, je me dis que ça. c'est pour ça en fait que c'est cool, quoi. Donc, il est 17h01. Il nous reste encore 4 minutes, on va dire. Ouais, carrément. Ok. Déjà, du coup, je suis super content d'entendre ça parce que j'ai l'impression d'être un peu tout seul, mais en même temps, pas tout seul, mais j'avais besoin d'entendre que quelqu'un traverse ça aussi. Parce que vu que c'est un peu une période. Puis c'est toute la vie, je te rassure. Parce que même avec l'avancée en niveau, ce qui va changer, c'est que plus tu vas avancer en niveau, plus tu vas avoir les clés pour ne pas perdre pédale trop. C'est-à-dire quand tu vas avoir des bas, que ça soit pas trop bas. Tu aies quand même des choses suffisamment solides pour que tu sois moins en galère. Et puis comme tu es moins dans la boulimie aussi, c'est un peu plus stable. Mais ça n'empêche pas, c'est haut et c'est bas. Et c'est très perturbant. Mais en même temps, c'est ça le processus aussi. C'est sain, quoi. Parce qu'en même temps, je suis déçu parce que parfois, il y a une femme qui me dit « Ouais, c'est trop bien ». Donc du coup, je la recroise à une nouvelle Milonga, mais là, je sais que c'est pas mon jour. On danse ensemble et après, je me dis « Merde, elle a dû être déçue » ou ce genre de choses. Alors ça, il y a aussi, c'est ne jamais se mettre à la place de ce que pensent les autres. Souvent, t'étais à côté de la plaque quand tu t'auto-analyses. Après, c'est important de le faire, mais t'as des fois, même moi, j'avais l'impression d'avoir fait un spectacle, d'avoir dansé n'importe comment, ou même en balle, et non. Et des fois, c'est le contraire, t'as l'impression que t'as trop bien dansé, et puis ça va pas, quoi. Donc en fait, faut garder de la distance avec ça, c'est juste normal, quoi. Il y a, dans le précédent podcast que j'ai fait, Mathias me disait justement qu'il faut aller danser sans trop d'attente. Juste en fait, aller danser. Et c'est exactement ça. Je pense que c'est quelque chose que je dois intégrer dans ma tête parce que vu que c'est important pour moi, je veux aller vite. Mais en même temps, je pense que... Après, il y a des endroits où tu peux aller danser dans l'esprit un peu de pratiquer, de tester des choses, et puis d'autres où tu vas vraiment... C'est ça. J'essaie de trouver un juste milieu, en fait, où je vais danser en plein air parce que, tu sais, place de l'Opéra, ou genre d'endroit où c'est quand même assez à la cool. Et parfois, en fait, je trouve un juste milieu entre les deux, pas toujours être dans le travail. Non, surtout pas. Sinon, tu vas perdre le plaisir et ça, c'est pas important. Et j'ai un peu perdu à un moment. Ouais, mais c'est normal. Et donc, du coup, dernière question rapide. Moi qui ai envie de progresser, je me dis, est-ce que je pars en Europe me balader, tu vois, dans des grosses villes comme Berlin, parce que c'est un peu là qu'on parle de cette ville comme un peu la capitale du tango en Europe, etc. Ou est-ce que je pars rapidement à Buenos Aires? Non, on va à Buenos Aires. Honnêtement, parce qu'en Europe, c'est sûr tu vas trouver des bons danseurs, mais ça changera pas de Paris finalement. Après, plutôt l'Italie que Berlin, je dirais, parce que là, il y a peut-être plus un côté assez culturel aussi qui est proche de l'Argentine, mais perd pas de temps, on va direct à Buenos Aires. Ok, bon j'avais pas besoin de plus. Pour finir, oui. Si on veut te trouver, si on veut te contacter, par où on passe? Alors, il y a mon site internet, donc louise-david.com, où là, vous avez toutes les infos sur ce que je fais en coaching, mon parcours un petit peu, les cours de tango aussi. Il y a mes contacts et tout ça. Et puis, donc, moi, je suis basée à Lorient. Donc, voilà. Et oui, on peut aller aux alentours aussi de Lorient? Voilà, oui, carrément. Et puis après, je bouge aussi. Je suis sur pas mal de festivals. Je suis au nom de Louisa, au nom de scène, on va dire. Et tu vas donner des cours des stages aussi de tango là, avec Escale Tango? Alors, je vais donner ce week-end avec Sébastien Escobar. Ensuite, on en fait 3 autres avec Dario da Silva, un autre avec Émile Gayoso et Vito Nunez cette année. J'espère faire revenir Leandro à Eder aussi pour travailler avec moi. Là, je vais rencontrer Diego Remer à Lyon. Donc, j'ai pas mal d'activités avec plein de danseurs cette année. Et puis, je serai à La Plagne aussi, au Festival de La Plagne, en mars. Donc là, si vous vous inscrivez, inscrivez-vous au nom de Louisa. Si vous me connaissez, bien sûr. Ok. Voilà. Et il est 17h05, donc voilà, c'est bon. Dernière chose, si t'as envie qu'on s'intéresse au tango, tu conseilles d'aller voir qui, quoi? Alors, ça dépend où est-ce qu'on habite. Toi, tes inspirations? Mes inspirations, disons que c'est quand j'ai été danser au début, quoi. Il n'y a pas une danseuse où tu t'es dit... celle que tu as citée tout à l'heure? Géraldine Rojas, mais elle est aux Pays-Bas, il me semble, elle est à Amsterdam. On peut trouver sur YouTube après des vidéos. Oui, voilà. Après, ça va aussi d'être prendre de chacun.
Moi, j'ai des personnes qui m'ont inspirée durant mon parcours et aujourd'hui, il n'y a plus les mêmes personnes. Donc, en fait, c'est la personne qui va nous toucher et qui va nous inspirer. C'est propre à chacun. Ouais, c'est propre à chacun. Et aller danser, quoi. C'est là aussi le principal. on va apprendre, quoi. Pour progresser, il faut aller danser. C'est ça. Ok. Et merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, c'était super cool, je trouvais ça passionnant. Super, moi aussi, c'était super sympa. Et puis à bientôt. À bientôt. Voilà, l'épisode est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles sur les plateformes et me suivre sur Instagram à lamilonga.podcast. À bientôt et surtout, dansez bien.